amis, bienvenue dans un nouvel épisode du Sad Ben Show, le premier épisode en direct, voilà, mobile, hein. Pas le premier mobile, mais le premier dans notre nouvelle villa, la Freedom Villa à Bali. Yes, on y est finalement les amis, donc nous sommes actuellement à Bali, nous sommes actuellement, comme l'a dit ça, dans la Freedom Villa. J'espère que vous avez suivi sur YouTube toute la série qu'on a faite. Et on n'est pas seul, on est très bien accompagné, je dirais même, parce que, avec qui sommes-nous, Sad? Le patron de Ubud, hein, Nicolas. Le gouverneur de Ubud. Nicolas en personne, donc le cofondateur de Magnitude. Bienvenue Nicolas dans Sad Ben Show. Bienvenue à Bali, Merci. merci de m'inviter pour cette petite interview et de pouvoir échanger sur voilà, le projet depuis le départ. Et puis voilà, on arrive au résultat final. Ça a été long, on a eu pas mal de péripéties, mais bon voilà, on est arrivé et puis le résultat, j'espère, est à la hauteur de vos attentes. Ouais, c'est ça. Donc en parlant de résultats, en parlant de résultat final, franchement très surpris parce que voilà, c'est au-dessus de nos attentes. Franchement, c'est une agréable surprise de découvrir la villa parce que je vous rappelle le challenge, les amis, c'est que on n'a pas vu la villa avant, on n'est pas venu à Bali. C'est la première fois qu'on te rencontre physiquement. Ouais, tout à fait. Je sais pas si tu as eu déjà des clients qui ont. Si, on n'est pas spécial. J'ai quand même beaucoup de clients investisseurs qui font tout à distance. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai des clients qui ont investi il y a 3 ou 4 ans et qui sont toujours pas venus voir la C'est villa. des investisseurs, donc c'est pas les propriétaires, ils ont investi, ils ont une partie de la villa. Non, ce projet-là était un investissement pur. Donc voilà, ils récoltent leur loyer tous les mois et ça leur va bien comme ça. Wow. Et il y en a qui poussent encore plus haut que nous, ça. C'est ça, bien sûr, des fois, il faut être courageux. Parce que je me rappelle les premiers commentaires, je me rappelle lorsqu'on a annoncé l'idée, on n'allait pas venir en Asie, tu avais de tout et de rien dans les commentaires. Tu avais soit les débutants qui étaient complètement perdus, ils avaient peur, et tu avais les experts immobiliers, vous ne connaissez pas, les jeunes, ils ne comprennent pas ce qu'ils viennent dans ce nouveau monde et ils vont se faire arnaquer, etc. Tu avais un peu de tout. Au final, on en reparlera un petit peu du voyage, comment on a décidé de Bali, pourquoi, comment on vous a contacté, comment on vous a connu aussi, l'aventure, la conclusion, etc. Mais ouais, c'était marrant pour les premiers commentaires vraiment sur la toute première vidéo. Je m'en souviens encore, quelqu'un avait envoyé une autre vidéo YouTube, tu sais, les anciens reportages sur M6 et tout, sur des Français. Des arnaques. Voilà, ils avaient levé un projet immobilier, c'était parti. Arnaque au paradis, le documentaire. Et du coup, forcément, automatiquement, tout le monde disait, ça va être pareil pour vous et tout. Mais non, pas du tout. Bien au contraire, c'était très enrichissant sur tous les points. Et avant de rentrer dans les détails, est-ce que Nicolas, tu pourrais te présenter un petit peu dans les grandes lignes? Donc moi je suis arrivé à Bali il y a 5 ans, on a ouvert cette société avec Julien qui était mon premier associé. Julien est sorti de la compagnie maintenant il y a 2 ans, mon nouvel associé est Alexandre Bonvoisin. Donc voilà, on continue à développer l'investissement particulièrement sur Ubud. On a été les premiers à vraiment construire beaucoup de villas ici. Et aujourd'hui, on se rend compte que Ubud devient l'area la plus visitée de Bali. Donc, tout le monde vient à Ubud pour 2, 3, 4 jours. C'est vrai que ce n'est pas des longues périodes, mais chaque touriste passe par Ubud. C'est un passage obligatoire de l'île de Bali. Donc voilà, aujourd'hui on est à plus de 500 villas. On n'avait pas les 100, on nous a dit 200. On n'avait pas les gros chiffres, nous. Alors attention, il y a 280 villas qui ont été construites, livrées, et il y en a 220 qui sont dans le pipe, donc à différentes étapes du projet. On essaye de se développer un peu aussi ailleurs. On a quelques demandes sur Uluwatu, sur Pererenan, donc quand on a des demandes spécifiques, on y va. Mais voilà, on est vraiment focus sur Ubud, avec une structuration d'entreprise qui s'est aussi développée afin de répondre au plus près à l'attente de nos clients. On a aussi appris durant ces 5 premières années. Donc voilà, je ne vous cache pas que le quotidien de la construction sur Bali, c'est beaucoup de péripéties au quotidien. Mais voilà, je vous en ai encore détaillé une tout à l'heure. C'est monnaie courante ici. Mais voilà, le but du jeu, c'est toujours de satisfaire le client
et que bien sûr, alors là vous avez vu votre villa, vous êtes content, elle est belle et tout ça, mais bon, vous n'avez pas construit cette villa pour ça. Maintenant on va passer dans la deuxième phase, c'est la mise en location et de générer des revenus complémentaires. Et c'est pour ça qu'on a monté cette compagnie. Ouais, c'est pour cela qu'on fera, je pense, une vidéo peut-être 6 mois après ou un an après pour faire un point sur la rentabilité, parce que comme tu as dit, c'est un investissement et on vise des chiffres. Exactement. Le but n'est pas d'habiter dans la villa. Ouais, c'est vrai qu'on l'avait pas. On peut le repréciser pour ceux qui découvrent. C'est pas une villa où on va déménager et habiter. Non, c'est une villa location courte durée. Ce qui se fait beaucoup sur Bali et sur Ubud, comme tu nous l'as dit ici. Donc, est-ce que là sur Ubud, on peut toujours construire? Alors, bien sûr, il y a eu des restrictions du gouvernement pour préserver les rizières. Donc, beaucoup de terrains ont été placés en LSD, qui sont des zones non constructibles. Mais bien sûr qu'on peut toujours trouver des terrains. Alors, bien évidemment, plus le temps passe et plus on est obligé de s'éloigner du centre d'Ubud. Ou alors, quand on veut des terrains en centre, on en trouve encore, mais les prix sont supérieurs. Après, c'est des choix de chacun. Il y en a qui préfèrent mettre un petit peu plus, mais avoir un terrain plus au centre. Mais honnêtement, pour la mise en location, à part si vraiment on est au centre et qu'on peut aller à pied dans le centre, oui, ça a un intérêt. Sinon, qu'on soit à 1 km ou 3 km, c'est la même chose. Tu es obligé d'être véhiculé, donc au final, c'est vrai qu'on l'a vu aussi. À partir du moment où tu dois sortir, tu fasses 5 minutes ou 10 minutes, c'est pareil. Et j'imagine que cette nouvelle loi notre bien a pris en valeur. Alors, bien évidemment, il y a eu un facteur très important qui a été la guerre en Ukraine, où l'expatriation des Russes a été très importante vers Bali et ça a fait un boom de l'immobilier assez impressionnant. Je pense que sur une année, il y a eu plus de 30% d'augmentation sur l'immobilier à Bali. Wow. C'est énorme. Ouais. Donc là, tout de suite, on peut vendre là tout de suite à plus 30, plus 40. Oui, bien sûr. En plus nous, mathématiquement, on a aussi, nous, augmenté nos prix. Donc, vous avez acheté ça maintenant il y a 2 ans, je pense, à peu près. Donc, on a eu 3 ou 4 augmentations depuis. Donc, 30%, c'est un minimum. Comme quoi, le meilleur moment, c'est toujours c'est maintenant, en fait. Parce que je me rappelle quand on se lançait, beaucoup me disaient c'est trop tard, la bulle. Exactement. Bien sûr. La bulle a explosé, Bali, c'est fini. Mais dans 5 ans, on se dira pourquoi j'ai pas investi il y a 5 ans. Je veux dire, après, voilà, j'ai pas de boule de cristal. Je suis pas là pour vendre du rêve. Aujourd'hui, on ne sait pas de quoi il fait demain. Mais depuis le départ, on n'a que fait augmenter nos prix. Alors, il y a ce facteur-là, mais il y a aussi l'augmentation des prix à la nuitée des villas. Ça a aussi augmenté significativement par rapport à l'avant-Covid. C'est de 30-40% au prix à la nuitée. Donc, tout ça cumulé fait des beaux rendements. Ouais, on l'a vu à bout de. On est sorti pour voir un resto à côté. Il n'y avait aucune place. C'était un lundi soir. C'était impressionnant. Non, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. Et on n'est pas encore au pic de la saison. C'est quand là le pic? Fin juin, juillet, août, c'est là que ça. Là, c'est vraiment. Okay. Donc si on fait tout bien là, en juin, là, si on fait tout bien, on serait potentiellement prêt. Pile poil. On démarrait la première nuitée en haute saison. Mais franchement, c'est tellement ça. Hein. Surtout, nous, on avait commencé à construire pendant le Covid et tout le monde nous disait est-ce que tu es sûr? Est-ce que ça va repartir? Tu n'es jamais sûr de rien. Mais à un moment donné, il faut passer à l'action et il faut le faire avec les bonnes personnes, bien sûr, il faut se renseigner. Mais comme tu as dit, après, on ne voit pas du rêve, ça reste un investissement. C'est comme tout investissement, il y a forcément des risques. Et il ne faut pas investir plus qu'on est prêt à perdre. C'est un investissement. Toujours. Bien sûr, c'est un investissement. Alors après, bien sûr, comme tu l'as dit, l'important c'est l'interlocuteur qu'on a en face. Il faut de la confiance. Nous, on est dans la construction, en Indonésie, en France ou n'importe où dans le monde, la construction, c'est problèmes associés à la construction. Nous, notre job, c'est de régler les problèmes. Et c'est que ça vous retourne pas avec vous. Alors oui, il y a eu des délais, il y a eu du retard, il y a des choses comme ça, évidemment. Si j'avais pu vous la faire en 8 mois, ça aurait été un grand plaisir pour moi. Mais comme je vous l'ai dit, on est confronté à pas mal de problèmes. On a eu le Covid qui nous a vraiment beaucoup ralenti. C'est reparti. Après, on a eu aussi l'augmentation et l'inflation de toutes les matières premières. Vous ne l'avez pas senti. On n'a pas changé notre contrat initial. Prix annoncé, prix final. Ça, c'est notre cheval de bataille. Donc oui, pour les futurs clients, on a dû augmenter nos prix pour compenser cela.
Mais bien évidemment que toutes les augmentations liées à votre maison, c'est Magnitude qui les a payées. Ouais, ça c'est vrai, big up à vous. On en avait un petit peu parlé dans l'épisode précédent à distance. C'est que nous, on a signé en 2021 maintenant, avec un prix de 2021 accordé aux matières premières et autres de 2021, et on a payé le prix de 2021. Tout à fait. Donc ça, franchement, je pense que c'est une offre, très belle offre pour les investisseurs. Ouais, c'est sûr, et je pense que tout le process, franchement, a été super carré, que ce soit les réunions, que ce soit le site web, parce que nous, lorsqu'on a commencé, il n'y avait pas le site web, la plateforme et tout. Donc, mais juste après, on a eu la plateforme, donc peut-être on mettra des images sur la vidéo. Je peux voir les images, je peux voir les vidéos, les updates en temps réel. C'était limite comme un petit jeu pour nous qui travaillons en ligne. On connaît rien immobilier, c'était vraiment facile à suivre tout le progrès du chantier. Et tout était vraiment très clair, quoi. C'était voilà, on est à X, la prochaine c'est ça, la prochaine c'est ça, la prochaine c'est ça. Tout est processisé. Et ça facilite à des gens comme nous, des total débutants. C'est littéralement notre première. Bien immobilier. Bien immobilier, on n'a même pas de maison, on loue, c'est notre première possession, on va dire. Et c'était une belle expérience, tout était fluide. Et justement, avant de. Voilà, tu nous as dit, tout est bien, 500 villas dans la pipeline. Comment Nicolas est arrivé à ça? Qu'est-ce qui t'a amené à aujourd'hui? Honnêtement, j'ai pas la réponse. Il y a pas mal de concours de circonstances. Quand on s'est lancé, je pense que déjà mon premier associé, c'est lui qui a choisi Ubud comme lieu de localisation. Je pense que ça a vraiment été le premier choix stratégique. Beaucoup de contracteurs sont sur l'île, mais personne n'est jamais venu implanter ici. Pourquoi? Parce que c'est loin. Voilà, la vie nocturne n'est pas celle qu'elle est en zone balnéaire. Et puis après, voilà. Juste avant ça, en fait, est-ce que tu es dans ce domaine-là de construction en France? Absolument pas. Absolument pas. C'est quoi, tu cherchais à faire un truc Moi, je suis venu ici surtout pour changer de vie. J'avais lassitude de la France, je gagnais très bien ma vie, j'étais dans une compagnie publique, donc avec une sécurité de l'emploi. J'étais pas à plaindre honnêtement, mais j'ai vraiment voulu changer de vie et voir autre chose. T'en as eu marre, tu voulais du changement. Exactement. Et 5 ans après, bien évidemment que je ne le regrette pas. Ouais. Tu voulais te lancer quoi dans l'entrepreneuriat? C'est quoi les raisons? Si tu veux vivre, pas de patron? Non, parce que j'étais déjà dans l'entrepreneuriat en Europe, j'avais monté pas mal d'affaires, je voulais vraiment changer d'air, sortir de la France, de tout ce système psychorigide. Voilà. Et tu avais déjà fait l'Asie avant? Tu avais déjà visité un petit peu? Alors j'étais venu en Asie, mais plus en vacances. Jamais. Après, c'est sûr qu'avant de venir ici, je suis venu 5-6 fois à Bali avant de venir de prendre la décision de venir ici. Okay. Et j'imagine que les premières années étaient compliquées, hein? Pas vraiment, honnêtement, ça s'est relativement bien fait. Comme je l'ai précisé précédemment, mon premier associé était déjà là 2 ans avant à Bali. D'accord, tu as préparé le terrain. Voilà, exactement. Donc je suis arrivé vraiment avec les chaussons. J'ai pas été confronté à tous les problèmes de l'expatrié qui vient pour la première fois. Lui s'était confronté aux problèmes, les avait réglés, donc j'ai pu échapper à ça. Donc non, ça s'est relativement très très bien passé. Ok, super, c'est intéressant. On se disait avec ça, le début doit être, parce qu'aujourd'hui beaucoup disent oui, tu vois les résultats finaux, mais tu vois souvent pas le travail qui a été fait derrière et même au quotidien. Bien sûr qu'il y a du travail au quotidien. Je veux dire. Je pense que tes standards en fait sont différents de la plupart des gens. Je pense que si tu disais à tous les gens les problématiques que tu as tous les jours, que tu as vécues, pour les gens, ce serait horrible. Mais pour toi, c'est des chaussons, je suis arrivé. Oui, les degrés. Bien sûr, ce que je veux dire, moi, quand je parle d'acclimatation, c'est à la vie au quotidien. Je veux dire, les scooters à louer, les taxes, des choses comme ça pour l'immigration. Après, être confronté au quotidien aux problèmes de la construction, des fermiers, du gouvernement, oui, bien évidemment, c'est un stress permanent. Et encore aujourd'hui, aujourd'hui, je vais prendre un petit peu de recul. Parce qu'il faut que je prenne un peu de temps pour moi et je suis... j'imagine, moi je connais un petit peu le monde du Maroc et je sais que c'est super stressant, il n'y a rien qui est carré, donc j'imagine ici ça va être 1 degré. Non, bien évidemment, si on parle de ça, bien évidemment que c'est pas rose au quotidien, on a une surprise par jour. Et puis bien évidemment, personne ne m'appelle pour me dire demander si tout avait une bonne nouvelle. Moi, quand le téléphone il sonne, c'est pour solver un problème, c'est tout le temps pour ça. Et c'est la vérité de l'entrepreneuriat, c'est ça, l'entrepreneuriat. Tu résous des problèmes et forcément, tu as derrière aussi la récompense qui vont avec. Exactement. Tout à fait.
Et du coup, dans ces 5 dernières années, est-ce que vous avez une stratégie spécifique pour vous développer? Genre, est-ce que c'était beaucoup de... Parce que vous avez quand même maintenant une certaine réputation auprès des francophones en ligne. Nous, on vous a découvert 100% en ligne sur YouTube. Et c'est pas quelque chose que... Moi, c'était la première fois que je découvrais des gens comme vous, chez Magnitude, qui font ce genre de projet en ligne. Et j'ai l'impression que peut-être d'autres contracteurs et tout n'ont pas forcément pris la vague du en ligne aussi bien que vous. Alors, bon, on a très peu communiqué sur YouTube, c'est bien que tu nous aies vu là, mais notre communication principale était quand même Instagram. Et on a eu après un gros boost avec la télévision. C'est sûr que quand on a fait l'émission sur M6, ça nous a donné un boost instantané. Après, honnêtement, ce que je pense, c'est que le bouche à oreille fonctionne vraiment très très bien. C'est pas une légende. Quand on fait du bon travail, qu'on a un suivi, qu'on respecte ce qu'on dit et que en plus il y a les résultats derrière, il n'y a pas de raison. Je sais que beaucoup de nos concurrents nous attendent au tournant parce que voilà, le 100% n'existe pas. Donc on aura forcément des gens avec qui ça ne passera pas. Aujourd'hui, je touche du bois, comme je te l'ai dit, on est à pas loin de 300 villas livrées et pour l'instant on n'a aucune complète. Donc ça, c'est vraiment une grande fierté pour notre entreprise. Aucune complainte, aucune plainte, quoi, généralement. Non, alors bien évidemment, des retards, des choses comme ça, évidemment. Moi, j'ai construit en France, j'ai eu 1 an de retard. Voilà, je suis dans le métier, donc c'était pas moi qui allais harceler les gens en disant qu'est-ce qui se passe, machin. On est tous confrontés au même problème. Donc j'ai pris sur moi, j'ai attendu que ça ait été livré, et puis voilà. Il y a des gens qui sont un petit peu moins flexibles et qui sont, voilà, ils comprennent pas ou ils n'ont pas d'expérience. Mais ça, c'est notre job de leur expliquer. Et j'ai tous les clients qui sont venus ici, qui ont été dans leur villa, ils ont tous eu le même waouh quand ils sont rentrés. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont des amis parce que voilà, ils voient ce qu'on fait à côté. Je fais un réseau d'investisseurs, d'entrepreneurs après aussi. C'est vrai que oui, si c'est si dur de trouver quelqu'un de confiance au final quand tu le trouves, le bouche à oreille d'investisseur à investisseur. Bien sûr. Et puis les résultats sont là. Moi j'avais une idée pour Adam. Dis-moi. Dis-nous. Pour Magnitude en fait. Puisque vous avez beaucoup d'investisseurs, forcément d'étrangers qui viennent, qui sont sur là, pourquoi ne pas faire des meet-up, des mastermind investisseurs. Un club de. J'aimerais bien rencontrer différents investisseurs qui ont investi avec vous. Alors oui, il y a beaucoup d'investisseurs qui font ça, mais on a aussi beaucoup de personnes lambda, des familles, des amis, des retraités qui ont économisé toute leur vie et qui mettent tout. Là, voilà, on a vraiment. C'est super ouvert, nos clients, c'est vraiment, on n'a pas, mais on a bien évidemment des investisseurs, en général les gros investisseurs, c'est les sportifs de haut niveau qui ont des carrières courtes et qui veulent investir pour leur futur. Voilà. C'est intéressant. Les gens sont différents et je sais qu'il y a même des personnes qui se mettent en groupe pour investir. Exactement, des amis, des choses comme ça. Après, on a aussi créé l'opportunité à des gens d'investir sur des projets à plusieurs. Oui, j'avais vu ça sur Instagram. Donc ça marche pas mal. La première année était compliquée bien sûr avec le Covid, mais cette année on sera pas loin des 20% de rentabilité. Donc je pense que tout le monde sera content cette année. Ouais, c'est excellent, super. Donc parle un petit peu de notre villa, la Freedom Villa. Donc là, on a reçu les clés. Donc quelles sont les prochaines étapes? Alors là, vous allez rencontrer l'équipe de Bali Superhost, qui est l'entreprise, l'entité en charge de la gestion locative, donc management, marketing, opérationnel. Donc ils vont venir vous rencontrer, ils vont vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Une fois que ça c'est bon, en parallèle, on a le photographe qui vient faire toutes les vidéos, on crée l'annonce pour tous les différents supports, donc Airbnb, Booking, Agora. On travaille aussi sur un site Bali Superhost pour avoir de plus en plus de bookings directs, parce que c'est vrai que tout ce qui est OTA, donc OTA c'est Airbnb, Booking, sont très 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 gourmands en termes de frais, on n'est pas loin des 20%, donc il vaut mieux que vous les preniez vous que eux. Donc on travaille aussi là-dessus, on a très bien avancé, je pense qu'on sera opérationnel d'ici la fin de cette année. Et puis le service, c'est vraiment clé en main. Vous allez avoir, donc vous devez en préalable de la mise en location régler 2 mois d'avance sur toutes les dépenses de la villa, et après c'est des factures mensuelles. Voilà. Donc mensuellement, on va régler l'électricité, les factures et tout ça. Exactement, le staff. Et vous avez une visu instantanée sur les résultats de votre villa. Vous avez accès à une application qui s'appelle Booking Link, où vous voyez en temps réel les bookings de la villa, les expenses de la villa,
les taxes, les extras, tout est complètement transparent. Ouais, c'est génial ça. Ok, super. Et il y a aussi du staff qui est formé par Bally Superhost, spécifiquement pour... Alors le staff normalement est recruté par Bally Superhost 1 mois et demi avant la mise en ligne de la villa. Il est formé et quand il arrive là, il est opérationnel. C'est génial ça. Tu as vraiment du clé en main et de la gestion en main aussi en fait. C'est pas que la villa qui est clé en main et ensuite tu pourras avoir juste une villa clé en main et dire tiens. Moi honnêtement, en toute transparence, je pense que notre équipe Bally Superhost, c'est vraiment ce qui fait la différence après la construction de la villa. On est tous clients ici. Ce qu'on attend quand on vient dans un pays comme ça, c'est le service. Ouais. Aujourd'hui, vous appelez le butler, je ne sais pas comment on dit en français. Le concierge. Ouais, le concierge de la villa. Vous avez besoin de n'importe quoi, un massage, un driver, de quoi manger, un barbecue. Il vous s'occupe de tout ça. Ouais, c'est un truc que lorsqu'on a analysé un petit peu les commentaires Airbnb pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut rajouter dans la villa, quels sont les défauts, etc. Mais vraiment, le truc qui revenait le plus, c'était les services de loin. C'était le magnifique service. Et après, tu avais la vue, le paysage. Vraiment le service. Donc le service peut casser ou. Bien sûr, c'est primordial. Je veux dire, le service efface les petites imperfections du quotidien. Parce qu'on aura. Tu les pardonnes, c'est sûr. Bien évidemment. On est à Bali. On est à Bali, exactement. Bon, tout est ouvert là, on peut marcher dans les rizières là, du coup. Tu peux avoir un canard à tout moment qui est. C'est humide, voilà. La saison des pluies est très très virulente, donc voilà, il y a bien évidemment, encore une fois, je ne suis pas là pour vendre du rêve, il y a des problèmes au quotidien, mais notre travail c'est de les régler. Super. Et si on parle un petit peu fiscalité, parce que j'ai beaucoup de gens qui sont intéressés par ce sujet-là, pour en francophonie, donc c'est quoi et de combien la taxe ici en Indonésie? Parce qu'on va encaisser les rentes dans une société indonésienne. Alors, il y a différentes taxes, comme en France. Il y a la TVA qui est de 11%. Donc ça, alors aussi stratégiquement, encore une fois, on travaille toujours. Moi, quand je vends cet investissement, c'est que mon client gagne le plus possible. Donc au début, on faisait payer la TVA par les propriétaires des maisons. Aujourd'hui, on le fait payer par les clients qui louent les villas. Donc nos prix sont hors taxe et comme quand on va au restaurant, il y a une ligne en plus avec taxes et services. Donc c'est les clients qui louent les villas qui payent cette taxe. Donc cette taxe-là n'existe plus. Si ce n'est pour les bookings directs. Voilà. Donc il y a un calcul, tout est transparent. La seule taxe que vous avez à payer ici, c'est la taxe que vous prendrez sur vos dividendes, qui est pour un résident français 10%. D'accord, ça dépend des résidents. Oui, ça dépend du pays. Pour Dubaï, c'est 0 par lieu. D'accord. Ok. C'est génial. On va faire un tour à Dubaï. Pas de conseils, les amis, dans cette vidéo, que du partage d'expérience. 10 à 20%, ça, parce que ça dépend beaucoup de critères. Si vous investissez avec une compagnie, si vous avez un kit à 6, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. L'optimum, donc sur ce qui me reste à la fin, mon bénéfice. C'est quoi ça, à l'année? C'est quoi, tous les 3 mois? Alors, honnêtement, c'est comme vous voulez. Voilà, on peut retirer ses dividendes tous les mois. Mais évidemment que c'est mieux de le faire tous les semestres ou tous les trimestres à des cadences régulières. C'est beaucoup plus simple. D'accord. Donc j'ai mes réservations, j'ai possiblement les plateformes qui prennent leur commission, j'ai mon service Bally Superhost avec les équipes, etc., les petites charges qui vont, électricité et autres. J'en ai mon bénéfice et après de ce bénéfice, j'ai mes dividendes. C'est ça. Ok, et pour les plateformes, je pense que c'est Airbnb qui représente 80% je pense du trafic. Non. On doit être, je vais pas être, voilà. En moyenne. En gros, Airbnb, c'est 40% des bookings. Ah, ok, beaucoup moins ce que j'estimais. Intéressant. D'accord. Airbnb en deuxième, ça fait quoi? On est en booking agent, parce qu'on travaille avec beaucoup de travel agents qui louent nos villas, qui ont nos villas en catalogue, et c'est eux qui nous fournissent les clients. Ouais, je pense que dans des pays peut-être que Airbnb est moins connu, en Russie ou Chine, peut-être qu'ils n'ont pas forcément Airbnb, donc tu passes par un agent local du pays. Ouais, ça c'est une question aussi que peut-être beaucoup se posent pour le savoir, mais à Bali, qui vient dans les villas, qui vient louer à Ubud? Est-ce que c'est des Européens? Est-ce que c'est... Ça vient du monde entier. C'est vraiment ça l'avantage de Bali, c'est que ça vient du monde entier. Les touristes les plus représentés sont les Chinois, 10%, et après c'est vraiment ouvert.
Ouais. C'est vrai que si on marche un petit peu dans Bali, dans Ubud, on le voit. Hein, c'est un melting pot. Hein. Français entre 3 et 5%. Ok. On est venu il y a 5 ans, mais j'ai l'impression que cette fois-ci, j'ai vu beaucoup plus d'Indiens que beaucoup plus. C'est possible. Ils voyagent plus aussi. Après la période aussi, ça dépend, c'est aussi par période. Là, en juillet-août, il va y avoir beaucoup d'Européens. C'est les vacances, grandes vacances, donc les Européens viennent en masse en juillet-août. D'accord, ok. Ok, donc on est livré la villa, on la met en location, Bali Superos manage tout. Et voilà, je sais pas, est-ce qu'il y a plus tard il y a des réparations à faire, il y a un truc qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait en fait? Alors, le job du staff aussi, c'est de prévenir avant l'avarie. C'est ça le plus important. Il ne faut pas attendre qu'il y ait la panne pour réparer. Alors, bien sûr, si on parle d'une ampoule, quand elle est cramée, on la change. Bien évidemment, ça, c'est à vos frais. Mais voilà, ça reste de la maintenance standard. Ça dépend beaucoup des villas, du type de villa, de l'exposition, du taux d'occupation aussi. Et après, Bali Superos va vous demander, comme on est dans un pays tropical, voilà, il y a souvent les peintures à refaire, donc ils vont vous dire est-ce qu'on bloque la villa 1 jour ou 2 jours par mois et puis on fait l'entretien courant, ou est-ce qu'on attend que ça soit à la limite pour faire l'entretien. Donc il y a les deux. Qu'est-ce que tu nous recommandes de faire? Honnêtement, on va déjà la laisser voir partir, on va voir ce que ça donne et on verra bien. Moi, je suis partisan du full occupancy. La renta. Et puis après, il faut la bloquer 2-3 jours pour faire un froid. Moi, c'est mon point de vue, c'est pas le point de vue de tout le monde, bien évidemment. Ouais, c'est intéressant. Du coup, quand on a un bien comme ça en location courte durée, Airbnb et autres, les challenges, c'est avoir un taux de remplissage, taux d'occupancy le maximum possible. C'est un village le plus souvent rempli là-dessus. C'est ce qui va déterminer ta rentabilité à la fin de l'année. Si tu loues 180 nuits par an ou 300 nuits par an, c'est complètement différent. Et je sais que toi aussi, tu as 1 ou 2 villas ici, personnelles. Et je t'avoue que ça nous a rassurés parce qu'on est sorti, on a marché. On est presque voisins. Ouais, on a marché, on est voisins. On est chez Nicolas. C'est cool. On est dans le bon endroit. On est au bon coin, c'est bon. Et justement, est-ce que tu as des exemples de taux d'occupancy sur par exemple, tes villas à toi? Alors, si on parle de la grosse villa que j'ai, c'est vraiment pas. C'est pas indicatif. Ça ne représente pas le taux d'occupation de Bali Superos. Bali Superos, on est entre 75 et 85% de taux d'occupation pour toutes les villas. 85. Alors, on a des villas à 100%. On a des villas à 100%. Il n'y a pas un jour de libre. Alors, c'est pas tous les mois, bien sûr. Mais cette grosse villa, je suis plutôt à 45-50%. D'accord, pourquoi à ton avis C'est le prix, tout simplement. Parce ça que concerne une certaine. On mettra des petites photos de la villa en question, vous comprendrez, je pense. On est voisins, mais c'est pas la même villa. On a tous les deux une villa à 6 chambres, mais c'est pas la même. Pas encore, c'est ça. Parce que je sais qu'à Ubud, on est limité à 6 chambres, c'est ça, il y a une loi. C'est ça, après on passe dans de l'hôtellerie. D'accord. C'est plus de challenge, plus de licences, plus de. Exactement, ça demande des licences particulières. Ok. Intéressant. Donc du coup, 85%, même si on prend les 75, prenons toujours bas, même 70, c'est vraiment pas mal. Moi, je me souviens de nos calculs vraiment au début qu'on s'est fait en interne avec SAD, on s'est fait 50%. Magnifique. On s'est dit, vas-y. C'est pas déçu. Et on part comme ça. On s'est dit, on part comme ça. Ça nous plaît à 50%. On était déjà. C'est du bonus. Ouais, on était déjà, je crois, à 50%. On était déjà 15% de rentabilité. Et après les. Et à quel prix à la nuitée? Parce qu'en 2021, les prix à la nuitée étaient $150 pour une villa de moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, une villa comme ça se loue entre $600 et $800 la nuit. Donc. On avait pris bas, on avait pris 600. 650%. Après frais de réparation, on avait mis 10% de réparation, 10% de management. Ça faisait total 20%. On était à 17% de renta. Je pense que on vous mettra le screenshot du tableau qu'on avait fait il y a 2 ans. Voilà, ce serait intéressant. Et puis après 1 an d'exploitation, on verra la réalité des calculs. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Exactement. C'est le but. En tout cas, merci Nicolas, c'était super intéressant. Et je pense que j'ai repéré ton secret de réussite, c'est quoi? Une phrase que tu as dit, c'est « Moi, je veux que mes clients gagnent de l'argent ». Et je pense que c'est le secret dans tout business. En fait. Quand tu penses vraiment à tes clients, tu veux qu'ils réussissent, automatiquement, ça revient vers toi et ça fait que… bien sûr. Et la meilleure réputation marketing, tout à l'heure, tu parlais de stratégie, c'est ça. En fait. C'est la réputation, c'est les clients satisfaits. C'est sûr que ça, des mois aujourd'hui, on va continuer, pendant peut-être, je l'espère, des années,
à partager les résultats de la villa et à mettre @magnitude continuellement et à recommander. C'est juste logique de bon cœur, ça marche bien, je le dis autour de moi, je le partage, surtout quand on est un peu sur les réseaux comme nous. Non, c'est vraiment sympa de votre part, j'ai vraiment adoré cette aventure avec vous. Voilà, depuis le début, c'était quelque chose de très nouveau pour nous. Ça, on n'était pas très casse-tête, on va dire. Non, on l'a fait. T'avais peur, je pense. Non, mais on l'a fait comme c'est vu en fait, voilà, en toute transparence. Voilà, tu vois, tout à l'heure, tu me dis on peut parler de tout ça. Moi, j'ai rien à cacher, je suis transparent. Oui, on a des retards, oui, on a des problèmes, oui, bien évidemment. Mais enfin, aujourd'hui, j'ai pas un client qui peut me dire j'ai pas reçu ma villa. Voilà. C'est vrai, en fait, on parle rapidement des petits trucs qu'on doit modifier dans la villa. Voilà, on a dit, on est très satisfait de la villa. Il y a des petits réglages, par exemple, mais vraiment des trucs très petits. Par exemple, il y a une prise qui marche pas, il y a une lampe qui marche pas. Il y a une prise qui marche pas, il y a une marche un petit peu trop haute là-bas. Franchement, je crois que le plus gros truc qu'on ait vu, c'est peut-être la fontaine. Ouais, la fontaine. La fontaine de l'entrée qui a un débit bas et du coup, ça éclabousse les mains. C'est le plus gros truc. Ouais. Le reste, c'est ma lampe là-bas. Il y a de la tache de peinture ici. Surtout en Asie. Ouais, et le temps que ça nous a pris en termes de charge mentale, même à nous, franchement, on a fait. Et vous vous êtes posé des questions pendant le projet, dire ça va pas aboutir, il va y avoir des trucs ou non, vous étiez toujours confiant? Pas aboutir, non. En vitesse, oui. En vitesse, on se disait. Est-ce qu'il faut qu'on. À un moment, honnêtement, on s'est dit est-ce qu'on est, entre guillemets, pas assez chiant, tu vois? Tu vois, c'est très bien que tu relèves ce problème-là parce que j'ai des fois des clients qui pensent que plus ils nous harcèlent, plus ça va aller vite. Et j'ai pas de priorisation par rapport à ça. Si je peux finir tous les villas, moi une villa terminée, pour moi, voilà, on passe à autre chose. Pour moi, mon objectif, c'est de finir au plus vite. Mais comme je vous l'ai dit, on a des fois des contraintes qu'on est obligé de subir. Et si c'était moi qui posais le carrelage, je te dirais demain c'est fini. Mais là, c'est pas le cas. Ouais. Donc quand on nous dit une semaine et puis que c'est 3, moi quand le mec me dit une semaine, je dis à mon client une semaine. Alors bien sûr, quand c'est 3 après, alors oui, tu vas me dire avec l'expérience, tu sais que c'est jamais vrai. Ouais. Sauf que voilà, on adapte, on fait, voilà, c'est toujours de l'acrobatie permanente. Mais bon. C'est la construction de toute façon. Il y a plein d'acteurs différents, tu peux pas tout contrôler. Et puis les clients font, tu vois, on parlait tout à l'heure de rentabilité, j'ai des clients qui ont 20% de rentabilité et qui sont pas contents, qui veulent plus. Donc oui, enfin voilà. C'est genre France de Giroud là, 20% là de. Wow. J'ai 3% de Bordeaux. Qu'est-ce que c'est ça? Tu vois. Non, c'est ça. Mais franchement, on s'est jamais dit non, on se fait avoir ou quoi que ce soit, pas du tout. Pas du tout. Non, on était. Tu sais, on l'a fait un petit peu dans le sens où ce qui nous a vraiment séduit, c'est le clé en main, c'est la charge mentale. C'est ton job après, comme tu dis, on te la transfère. Le stress, tout ça, on te le transfère. C'est vraiment le clé en main. Franchement, c'est de vraies clés en main. C'est rare que ce mot-là, les gens arrivent à tenir cette promesse-là. Oui. Ouais. Franchement, surtout dans l'immobilier, comme tu as dit, voilà, il y a plein d'acteurs. Ça va être insolent, mais je pense que sur ces 2 dernières années, genre le temps que ça nous a pris de travail entre guillemets. 6 zooms peut-être. Ça nous a pris 10 heures. Allez, 10 heures parce qu'on a été sur Google un peu chercher de la déco à un moment. On a dû bosser 10 heures sur tout l'ensemble du projet. J'ai une amélioration, une suggestion pour le process. Pour des gens comme nous, très débutants, peut-être que nous sommes les plus débutants, peut-être que vous avez eu dans toute magnitude, peut-être. Même si c'est sûr, je pense. C'est rien du tout. Je pense. On est dans le bloc débutant. C'est difficile de faire pire en fait. Il y a une partie du process, c'est la décoration. Ouais. On est nul en décoration. On a des goûts, on a nos propres goûts, mais on ne sait pas ce qui. On était un petit peu perdu dans cette étape-là. C'était, qu'est-ce que vous voulez en fait? C'était, on vous passe la main et on était un petit peu. Vous n'êtes pas les seuls dans ce cas-là. La réponse des autres, c'est carte blanche, fais comme tu veux. C'est quoi le mieux? C'est quoi le mieux? Moi, je sais que j'ai aucun goût. Pour mes villas où j'habite, je donne carte blanche au décorateur. C'est lui qui choisit pour moi. D'accord. Donc voilà. Après, il y a des gens qui sont plus dans le projet, qui veulent vraiment personnaliser à leur goût. Mais souvent, c'est les villas qui marchent le moins bien. D'accord. C'est parce qu'il fait un truc pour lui. Exactement. Exactement. Le but, c'est que ça plaise au maximum de personnes. Alors, bien évidemment, quand on a une vue pareille, ça
ça déjà, ça, ouais, ça aide. Mais après, la décoration en elle-même, je pense qu'il y a des professionnels qui sont pour ça. Et si on n'a pas cette fibre-là, il faut laisser tomber, ça sert à rien. Alors bien sûr, vous n'avez pas voulu certains postes, vous en voulez d'autres, ça c'est important de le dire. Mais le gros du taf, je pense qu'il faut laisser carte blanche. Oui, c'est sûr, il fallait laisser carte blanche. Mais là j'aurais bien aimé par exemple un petit catalogue. C'est en cours. C'est en cours. Je pense d'ici 2 mois, ce sera opérationnel. C'est nickel. C'est tout ce truc qui est un petit peu. On est en train de faire ça. Écoute, super Nicolas, on va pas prendre plus de temps. C'était super intéressant. Merci encore une fois pour cette belle villa. Merci. Ça nous chauffe même pour prendre peut-être une autre. Il y a une liste d'attente là, on m'a dit, il y a une liste d'attente. Non, il n'y a pas de liste d'attente. Je veux dire, voilà, tu vois, encore une fois, on est en amélioration continue permanente. Quand on avait signé, on vous avait dit entre 12 et 14 mois ce serait fini. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, on attend entre 18 et 20 mois, tout le process. Donc on essaie de plus coller à la réalité. Si on finit avant, tant mieux. D'ailleurs, oui, ce qui est paradoxal, c'est que sur les nouvelles constructions qu'on commence aujourd'hui, on avance beaucoup plus vite que sur les retards qu'on a d'avant. Donc voilà, parce qu'on a l'expérience forcément. Et l'organisation qui s'est mise en place. Donc voilà. Il y a pas dans Ubud, mais peut-être pas. Ubud c'est bien, t'as pas écouté ce qu'a dit Nicolas depuis le début, il a dit Ubud, on est bien. Ouais, aujourd'hui Ubud c'est une valeur sûre, c'est voilà, bien sûr, hein, l'analyse que tu as, j'ai beaucoup de clients qui l'ont. Vous connaissez un petit peu Bali. Bali, il y a 15 ans, ça a commencé à Kuta, je parle de la zone balnéaire. Aujourd'hui, on est à Canggu, voire Pererenam, donc tout se décale vers l'ouest et ça ne va pas s'arrêter. Ubud, il y aura toujours la forêt des singes, il y aura toujours le temple royal, il y aura toujours les rizières classées au patrimoine de l'UNESCO. Ça ne changera jamais. Donc tout le monde viendra à Ubud. C'est surtout ça la différence. Tu as vu les restaurants c'est un passage obligatoire quand tu passes ici. D'ailleurs, petite parenthèse, en parlant de restaurant, tu n'avais jamais pensé, toi, à ouvrir un resto, ouvrir quelque chose? Si, c'était l'erreur de ma vie. D'accord. Ouais. Franchement, je pense qu'il y a une opportunité parce que deux fois, il n'y a pas vraiment de. Il faut du métier. Il faut être du métier. Il faut aussi. La restauration, c'est challenge. On ne peut pas faire de la construction de la restauration. Quand on court de lièvre à la fois. C'est une question piège, je ne peux pas dire rien. Merci les amis d'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci à vous Nico d'avoir Merci Nico. Passé. Et soyez sûr d'aller voir toute la série en entier, parce qu'on ne peut pas tout réexpliquer ce qu'on a fait. On a quand même fait une bonne dizaine de vidéos depuis les plans d'architecte il y a 2 ans maintenant à la livraison finale aujourd'hui. Donc allez voir toute la série là, mettez-vous un petit Netflix série Freedom Villa un samedi dimanche et vous serez prêt, peut-être vous aussi, peut-être si vous le souhaitez, à vous lancer à Bali. C'est ça. Merci à tous. Merci à vous.